Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie de Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui encore, la population mahoraise a tenu à exprimer son ras-le-bol, notamment face à toutes ces agressions subies sur les routes du département. On reviendra justement sur cette opération escargot qui a été organisée tôt ce matin, mais également sur les événements qui ont suivi durant la journée. Vous nous en direz davantage, Pierre, tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 17 juin. Dès 6h ce matin, un collectif de citoyens nouvellement créé a mené une opération escargot sur les routes du département. Objectif, se rendre au travail en groupe afin de se protéger mutuellement face aux coupeurs de route. Une nouvelle action qui prouve l'unité des citoyens face au chaos que certains souhaitent imposer. Explication. Après l'opération escargot et une prière collective place de la République, le collectif s'est ensuite rendu au conseil départemental pour réclamer le soutien des élus. En début d'après-midi, une délégation a ainsi été reçue en préfecture et la directrice de cabinet a annoncé les mesures mises en place dès hier. Mais sont-elles suffisantes ? L'association Toi aussi prend en charge des enfants atteints de troubles psychomoteurs grâce à son centre d'action médico-sociale précoce de Mamoudzou. Nous avons ainsi pu rencontrer l'une des seules psychomotriciennes de l'île qui prend en charge des enfants âgés entre 0 et 6 ans. Reportage à la fin de cette édition. Face à l'insécurité et aux attaques répétées sur les routes, les citoyens ont décidé d'agir. Suite à un SMS qui a beaucoup circulé hier, de nombreux automobilistes se sont rassemblés au départ de Mangajo et Chiconi pour une opération escargot qui a débuté dès 6h ce matin. Se rendre au travail ensemble en s'assurant une protection mutuelle, voilà l'idée. Et une fois le cortège arrivé dans le chef-lieu, les participants se sont réunis place de la République pour y effectuer une prière. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. C'est une opération escargot d'un genre nouveau qui a pris place ce matin sur les routes du département. En effet, face à l'insécurité qui sévit de plus en plus violemment, les citoyens ont décidé de se rassembler pour atteindre le chef-lieu ensemble et se protéger mutuellement. L'une des organisatrices nous en dit plus sur l'action de ce matin. L'opération escargot de ce matin, c'est pour démontrer notre ras-le-bol par rapport aux différentes attaques, aux attaques incessantes, aux attaques quotidiennes et aux brûlures de voitures. Nous vivons dans le stress, dans la panique, on est dans l'incertitude. Une fois qu'on va au travail, sans savoir si on va y arriver, on va finir aux urgences. Donc on demande la solidarité de tout le monde, de se rassembler. Tous ensemble, tous les habitants de Mayotte, on ne choisit pas. Tous les gens qui habitent à Mayotte, on a besoin de solidarité pour justifier, pour retrouver ces coupeurs de route, ces gens qui font des malfrats, pour pouvoir vivre en solidarité, pour pouvoir vivre dans la paix. Une solidarité nécessaire, car personne n'est épargné par les agissements des délinquants. Le cortège arrivé place de la République en a ensuite appelé à Dieu au cours d'une prière collective. Même si pour le frère de l'une des victimes des coupeurs de route, l'État se doit d'agir pour assurer la libre circulation des biens et des personnes. Comme je l'ai déjà dit, de dire à l'État que j'ai honte. J'ai honte de dire que je suis dans un territoire français, un département de 375 km² qui serait égal à une ville métropolitaine. Et dire que dans cette petite surface, les gens n'ont pas la liberté de circuler parce que certaines personnes ont décidé de semer la terreur et que l'État est incapable d'assurer la sécurité de la population. Donc puisque ces fonctionnaires sont aussi payés par nos impôts pour nous protéger, eh bien qu'ils nous protègent, ou sinon qu'on nous dit qu'ils sont incapables, et dans ce cas-là, ils seraient responsables des dérapages éventuels qui pourraient être les conséquences de leur inaction. Ce matin, le préfet Frédéric Vaux était une nouvelle fois sur le terrain, et notamment à Tsararano, où les coupeurs de route ont sévi hier. Les forces de l'ordre ont quant à elles encadré l'opération escargot, et cette organisatrice déplore
d'avoir été verbalisé par ces derniers. Il y a la gendarmerie qui quand même a donné une contravention parce que j'ai gêné les routes. Parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation aux autorités pour faire une marche escargot. Est-ce que les gens qui nous tuent, est-ce que les gens qui brûlent les voitures, est-ce que les gens qui prennent les terrains sans autorisation demandent l'autorisation à monsieur le préfet et à la gendarmerie? Le gendarme qui a fait la contravention, il a fait son travail. Aujourd'hui, je fais un appel à toute la population de Mayotte. J'ai demandé à payer l'intervention devant tout le monde. Ils ont refusé, ils vont envoyer un courrier. C'est 135 €, 1 centime par habitant pour trouver 135 € car on a 2 mois de Ramadan, j'ai des enfants et à la rentrée scolaire, je ne vais pas les avoir. Je veux la solidarité de tout le monde pour payer cette contravention. Et ça sera payé aussi en escargot. On va escorter jusqu'au trésor pour que tout le monde témoigne que c'est tout le monde qui a payé. Ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour la paix à Mayotte. De loin, devant, tous ceux qui habitent à Mayotte, qui aiment Mayotte, qui persistent à vivre à Mayotte. De son côté, la préfecture a nié ce procès verbal, mais l'important semble ailleurs. En effet, une nouvelle fois, Mayotte a montré son unité et exprimé son ras-le-bol face à une situation devenue invivable. Alors les choses continuent ici à Mayotte, Pierre, à se dégrader. On a l'impression là avec cette population qui se soulève une fois de plus. À nouveau, oui, on se souvient de la grande mobilisation il y a quelques semaines, près de 6000 personnes dans les rues. À nouveau, une nouvelle action différente, une opération escargot. Alors, rien à voir avec les grèves, avec la grève générale, rien à voir. Là, c'est vraiment un mouvement citoyen, un mouvement de ras-le-bol de toute une population qui est frappée sans cesse par ce qui se passe, par la délinquance, par les violences sur la route, dans les domiciles, dans les entreprises. Voilà, partout, elle frappe cette violence et elle est terrible et elle devient insupportable. On n'arrête pas de le dire, mais lorsque vous êtes dans votre véhicule et comme ça, on vous agresse, on brûle votre véhicule, vous imaginez la violence et puis aussi les séquelles psychologiques et puis la colère et puis tout ça. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui est venu, qui a amené cette opération escargot par la population et c'est encore la preuve d'une unité face à ce chaos que certains veulent créer. On reviendra là-dessus, Pierre, on continue. Et à la suite de cette action, le nouveau collectif qui vient de se créer aujourd'hui s'est rendu au conseil départemental afin de réclamer le soutien des élus du département. Une réunion s'est ainsi tenue au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana avant que le collectif accompagné des élus ne soit reçu en début d'après-midi à la préfecture de Petite-Terre. La directrice de cabinet du préfet qui a rencontré la délégation a pris soin de rassurer chacun sur les mesures prises pour stopper les coupeurs de route. Les précisions avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Après la place de la République, le cortège de citoyens s'est rendu à l'hôtel du département. Objectif, réclamer le soutien des élus et s'unir face aux agissements des délinquants. Au sortir des discussions au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana, le député Bouanali Saïd a souhaité mettre l'accent sur le besoin d'unité et la responsabilité de chacun en ce qui concerne les actions à mener. Cette population s'est mobilisée. En fait, là, on sent qu'il y a une mobilisation et qui va se mobiliser et davantage se mobiliser. Ce qu'elle demande, c'est qu'elle soit accompagnée par les politiques publiques, accompagnée par les autorités du département, accompagnée par les autorités de la mairie, accompagnée par les autorités de l'État. Donc je pense que à ce niveau, le préfet doit décliner clairement quels sont ses champs de compétences concernant la sécurité. Le département également doit dire quel est son champ, son niveau de compétence et les mairies. Maintenant, moi ce que je dirais, c'est que la population, elle se mobilise dans le calme, dans la sérénité. Après avoir quitté le conseil départemental, le collectif accompagné d'élus s'est rendu en Petite-Terre où la directrice de cabinet du préfet les a accueillis. Et au sortir des discussions, Florence Gilbert-Bézard a rappelé les engagements de l'État.
Donc je leur ai rappelé que le préfet avait dès hier après-midi réuni les forces de police et bien sûr ils étaient déjà sur le bord de la route tous les jours en patrouille, on a décidé de renforcer de manière très importante la présence des gendarmes et des policiers sur cet axe où visiblement cette bande de malfaiteurs a décidé de sévir. Parallèlement, il y a aussi un contact qui a été pris avec le procureur de la République et là bien sûr sous son impulsion et sous son égide, on a décidé aussi ensemble, enfin c'est surtout lui qui a décidé de mettre en place un groupe d'enquête, police, gendarmerie, pour travailler sur l'enquête, pour essayer bien sûr d'arrêter cette bande de malfaiteurs. Les mots sont rassurants et le porte-parole de la majorité au conseil départemental le concède, même si au regard de la gravité de la situation, des actes sans précédent doivent remplacer les mots. La situation est arrivée à un point où la population n'attend pas que des mots. On attend des actes parce que tous les matins, il se passe d'autres choses. Tous les jours, on ne sait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, les salariés, que ce soit du privé ou du public, personne n'ose se rendre à son boulot ou quand on s'y rend, on est pressé de partir le plus tôt possible. C'est tout bonnement pas possible et on sait que ces problèmes d'insécurité minent tous les autres domaines parce qu'aujourd'hui on s'applaudit de dire qu'on a une ligne directe. Mais à quoi va servir cette ligne directe si on ne peut pas développer le tourisme? Comment développer du tourisme si nous-mêmes les Mahorais on n'ose pas sortir pour aller dans nos plages, pour aller dans les restaurants le soir? Hier, le préfet a rencontré les forces de l'ordre pour orienter les actions et tenter d'assurer la sécurité sur les routes. 30 gendarmes et policiers sillonnent depuis lors le département et espérons que les mesures prises éviteront de nouvelles agressions. Et ce matin, nous recevions dans la matinale de Kouézi le vice-président national du MEDEF en charge des TPE-PME, Thibault Langsad. Durant 2 jours, il a pu découvrir les réalités du territoire en compagnie du président local, Thierry Galarme. Il s'est ainsi exprimé sur les besoins futurs et sur l'insécurité qui n'épargne pas les entreprises mahoraises. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Bon, on est dans une logique de bottom-up, c'est-à-dire que les idées doivent venir de Mayotte et en l'occurrence nous soutenons les positions qui est de mettre en place une zone franche pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises de Mayotte puissent retrouver de la compétitivité, de la croissance rapidement et donc cette zone franche qui serait étendue à toute l'île permettrait justement de retrouver des points de marche dont les entreprises ont besoin, de pouvoir créer des emplois mais aussi de pérenniser des emplois dans la situation économique qui est difficile. Et puis l'autre point c'est que avant de développer cette zone franche qui passera par un processus législatif, quand on voit que plus de la moitié des entrepreneurs mahorais sont prêts à quitter l'île pour se mettre en sécurité, pour mettre en sécurité leur famille, chez l'entreprise et cadre, hein, on a vu chez l'entreprise et cadre, il y a lieu maintenant d'avoir un état d'urgence non pas sur une menace terroriste, mais sur la menace des délinquances qu'il y a. Et donc il faut que le gouvernement mette les moyens qui soient appropriés pour arrêter très rapidement, parce que si cette violence et cette délinquance n'est pas arrêtée, c'est une gangrène qui va être compliquée pour le moral à la fois des entrepreneurs mais des investisseurs à Mayotte. Alors Pierre, on vient de le voir, on en parlait déjà tout à l'heure, cette insécurité qui mine beaucoup les Mahorais. On le voit, les entreprises également sont très touchées par cela. Alors effectivement, les entreprises sont durement touchées. Nous en avons également fait les frais à Kouézi, mais combien d'autres en font les frais? On pense au Doukabé, on pense... Il y en a eu tellement qui ont été cambriolés et qui ont été qui ont perdu des années de travail souvent et beaucoup d'argent. Donc cette insécurité, elle est partout. Maintenant voilà, il y a eu une nouvelle réunion aujourd'hui. À nouveau, la préfecture a répondu rapidement. C'est vrai qu'il s'est passé depuis des mois, il se passe beaucoup de choses et souvent il y avait un silence complet, un silence radio de la part de la préfecture. Là, il y a eu à nouveau une préfecture qui répond, un préfet qui répond, directrice de cabinet qui répond. Florence Gilbert-Bézard, elle a connu Seymour Morsi, elle était aux côtés de Seymour Morsi. Aujourd'hui, elle voit aussi ce changement-là, elle répond, elle doit répondre parce que le préfet lui demande de répondre instantanément, de recevoir ce collectif. Alors maintenant, dans les mesures qui sont mises en place, notamment ces 30 policiers et gendarmes qui parcourent tout le département afin de sécuriser les routes,
Ali Combo-Debré l'a expliqué, il y a des moyens insuffisants et la directrice de cabinet elle le dit, il y a un manque d'effectifs. Clairement, c'est pas suffisant. Donc ça, on le sait, c'est pas nouveau. Il va y avoir des renforts dans quelques semaines. Là, c'est tout proche maintenant, durant l'été. Maintenant, effectivement, il y a des réalités qui font que de toute façon, du jour au lendemain, c'est difficile quand une situation a été tant dégradée pendant des années de reprendre la main. Et on l'a déjà dit hier et on va continuer à le dire. Et malheureusement, on est dans une telle situation, on est arrivé à un tel point que c'est pas possible du jour au lendemain. Ces délinquants, ils sont pas tous jeunes d'ailleurs, ces délinquants qui sévissent sur le territoire, ça fait des mois qu'ils le font, voire des années. Ils se sont organisés, ils ont pris le dessus finalement sur l'État, c'est ce qui est dramatique. Et on est face à une impuissance de l'État. Alors aujourd'hui, certes, la préfecture souhaite reprendre le dessus, mais c'est compliqué. Alors il y a des actions de communication, il y a des actions coup de poing, certes. Mais il n'empêche qu'il y a encore des faits de violence, il y a encore des cambriolages tous les jours, il y a encore des agressions chaque jour. Donc voilà, la situation, elle est comme ça. On la connaît maintenant, effectivement, il faut voir le positif, il faut voir l'espoir, comme on le dit chaque jour, et cette volonté de faire changer les choses. Mais ça va être compliqué. Et effectivement, cette union, cette unité des citoyens aussi, qui en ont ras-le-bol et qui, de leur côté, aussi essayent d'être force de proposition, voilà, de s'unir, d'être ensemble aujourd'hui pour aller jusqu'au travail, de s'aider mutuellement. Ça, c'est aussi un signe positif qu'on va garder et qu'on aime voir. Et justement, parlant de travail, on voit que ça a des répercussions justement sur la productivité, notamment a priori, soit dans le privé ou dans le public. Complètement, mais forcément. Et en termes d'attractivité également, le président du MEDEF, le vice-président du MEDEF le rappelait à juste titre, effectivement, en termes d'attractivité, en termes de développement, cette situation, elle ne peut absolument pas favoriser un quelconque développement économique sur un territoire qui pourtant en a vraiment bien besoin, bien plus que sur tous les autres territoires et départements de France. Donc voilà, effectivement, cette productivité, elle est mise de côté. Alors qu'elle pourrait sur un département comme Mayotte. Rappelons qu'il y a un PIB quand même qui est très important, qui est plus fort qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, la situation est telle que c'est vraiment très compliqué. Maintenant, le vice-président du MEDEF a lui aussi affirmé qu'il fallait mettre une zone franche à Mayotte, que c'était indispensable, mais que de toute façon, il faudrait que au niveau des mesures de sécurité, ça suive, parce que la zone franche ne suffira pas sans sécurité. Merci beaucoup Pierre et on continue. Mayotte accueille actuellement le directeur du centre islamique de Genève, Hani Ramadan, frère du célèbre écrivain Tariq Ramadan. Cet écrivain et professeur en lettres et de confession musulmane a découvert Mayotte et sa population composée à plus de 90% de musulmans. Il a ainsi pu rencontrer les fidèles du département et donner son avis sur la pratique de l'islam à Mayotte. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Il y a une ferveur religieuse qui est évidente chez beaucoup de personnes qui vivent ici. Les musulmans sont pratiquants, mais est venu se greffer à ces pratiques parfois des traditions locales, des choses qui ne relèvent pas de la pratique authentique de l'islam. Est-ce que ça pose un problème ? Il y a un autre problème, il y a une autre chose que l'on peut mettre en avant, c'est que l'islam, dans sa dimension réelle, touche tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, quand on voit que Mayotte fait partie de la France, la question se pose de faire en sorte d'assurer le vivre ensemble, mais en revenant au principe de l'islam et en vivant dans un cadre républicain qui respecte la pratique religieuse. Comme les musulmans ici sont en majorité, il serait bienvenu de leur permettre de pratiquer leur foi, leur religion dans tous les cadres de l'espace public et de comprendre que là aussi il y a un questionnement fondamental qui peut se faire pour interroger la République sur le fait qu'elle devrait être capable d'intégrer les gens avec leur foi, avec leurs convictions, avec leur liberté religieuse. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui ? Non, parce que quand on interdit à des personnes de porter le voile dans un cadre scolaire, on ne respecte pas la liberté de pratiquer sa foi qui est inscrite dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parlait tout à l'heure du MEDEF qui fête ses 30 ans cette année. Et s'il y a bien un adhérent de la formation à Mayotte qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est bien Théophane Narayanin. Le patron d'IBS était sur notre plateau il y a quelques heures. Au micro de Pierre Bellucci, il est à nouveau revenu sur la compagnie Air Austral et sur la nouvelle ligne directe. On écoute son intervention tout de suite.
Théophane Narayanin, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes patron d'IBS. Vous êtes aussi au capital d'Air Austral, mais vous êtes très en colère. Alors vous étiez venu le jour même du vol inaugural, déjà très en colère. Vous parliez d'une supercherie avec ce nouvel avion. Aujourd'hui, vous êtes toujours aussi en colère. Pourquoi ? D'abord, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer une fois encore sur le sujet, et ce sera jamais de trop. Non, je dis que c'est un mensonge collectif que le Mahorais ne peut pas supporter, la population ne peut pas supporter, l'entreprise ne peut plus sponsoriser des choses comme ça. Nous avons au kilomètre roulé la compagnie la plus chère. On n'a pas de disponibilité. Moi, mon problème, c'est surtout ça, c'est même pas le prix. Parce que dans le cadre de l'entreprise, oui, on a des moyens, oui, on est capable de payer. Je paye 180 000 € de billets sur cette ligne. Je peux payer 190, 200, ça ne va pas changer de beaucoup. Mais quand je vois la souffrance des gens, quand je vois que pour 2-3 kilos de bagages, on leur demande de payer des suppléments, quand je vois ce mensonge, on achète un avion, on trimballe les politiques, on trimballe les journalistes, on arrive à corrompre toute une population, et cela contre l'intérêt de la population. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer, on est obligé de dénoncer. Je ne viendrai pas sur la technique, c'est pas mon truc, parler du poids de l'avion, parler du confort, elle est escalée, je prends comme elle est. Qu'est-ce que vous reprochez justement actuellement à la compagnie ? Ce que je reproche, c'est le mensonge qui consiste à dire le billet d'avion Mayotte-Paris est moins cher. Ça, c'est en diagonale, c'est un peu ce qu'ils sont en train de vendre. Or que dans la réalité, ils font la preuve que c'est des gros menteurs. Quand on prend des 4x3, quand on écrit des caractères de presque 50 cm et qu'on met 2 petites lignes dessous, sous réserve de ceci, sous réserve de cela, et in fine, le billet d'avion sur 8000 km coûte beaucoup plus cher qu'un billet d'avion sur 10 000 km. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que quand on quitte Mayotte, on rebrousse chemin pour aller à La Réunion. Quand on parle le sens de Paris, on gagne 1500 km. Quand on part à Paris, il faut refaire ce chemin. On reprend 1500 km. Donc, c'est 3000 km de kérosène qu'on récupère sur une ligne de 10 000 km. Donc, ils se sont rendus compte que Total porte toutes les maux de la terre, la veille pour le lendemain, que Total est plus cher de 40% ou 45%. Mais ça, on le savait. On le savait. Depuis très longtemps, on sait que le kérosène est beaucoup plus cher à Mayotte. Il fallait l'intégrer dans le calcul. Et ce n'est pas aujourd'hui d'aller verser la faute sur l'autre. À ce moment-là, il ne fallait pas faire et mentir aux gens. Mais ce qui est plus grave et qui est plus futuriste dans le raisonnement, je peux vous le dire, je suis un administrateur de l'aéroport de La Réunion. Je connais tous les comptes de l'aéroport comme je connais mes comptes dans ma propre société. L'aéroport de La Réunion vit à l'équilibre, ne gagne pas suffisamment d'argent, parce que nous sommes dimensionnés pour 3 millions de passagers. Aujourd'hui, on arrive avec beaucoup de difficultés à 2 millions de passagers. Si on détruit ce passage Mayotte-Réunion-Paris, il n'y a pas de problème, sauf que le coût de l'aéroport sera beaucoup plus cher. La taxe d'aéroport va augmenter parce que c'est la mission régalienne, parce qu'on a des choses à payer, parce qu'un aéroport, ça coûte très cher. Je suis très content pour les gens qui ont les moyens de faire le Mayotte-Paris en direct, qui payent 3, 4, 5 000 €, c'est leur problème. Mais qu'on détruise les lignes de La Réunion pour venir sur Mayotte. Aujourd'hui, on n'a pas assez de vols. Moi-même, je suis père de famille, bien évidemment, je suis surtout grand-père. J'ai 4 petits-enfants. Dimanche, c'est la fête des pères. Eh bien, je n'aurai pas droit à mes petits-enfants comme tous les papas. Je suis cloîtré à Mayotte parce qu'ils ont supprimé le vol de samedi. Je devais arriver mercredi, repartir samedi. J'ai une mission très importante, je reçois des gens, j'ai du travail à faire et j'ai décidé de repartir samedi. Mon billet d'avion était réservé. Ils annulent le vol de samedi. Mes petits-enfants seront en fête avec mes enfants, avec la grand-mère, et moi je serai ici à Mayotte. Donc je le dis humainement, qu'il soit M. Narayanin, qu'on s'en fout, mais qu'il soit toute la population, et Austral est en train de décider de notre mode de vie, de nos investissements, il est en train de mettre le pays sans dessus-dessous. Je pense qu'aujourd'hui, la crise est assez forte, trop forte. Rajouter encore le poids des Austral sur ce qui se passe, trop c'est trop. J'appelle aux autorités, j'appelle à la direction générale des Austral pour leur dire attention, la population est dans la souffrance, faites quelque chose, c'est très important de revoir toutes les conditions. Je me tiens à disposition de celui qui veut discuter pour trouver des solutions, mais des choses qui permettent à Mayotte de vivre, in fine, et à Austral de bien gagner sa vie, mais ne pas tondre la laine sur le dos des Mahorais. Juste un dernier petit mot sur le marché global
On a besoin quand même d'une compagnie low cost dans l'océan Indien. C'est ce qui fait défaut parce que le marché il est quand même très fermé et toutes les compagnies sont quand même très chères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, quand moi je suis rentré dans Air Austral, j'avais initié une compagnie low cost basée à Pierrefonds avec des billets d'avion autour de 300-350 euros pour venir à Mayotte et c'était linéaire. Creux, haut, rouge, vert, c'était linéaire, 350 euros, et on avait initié. Et c'est comme ça que Air Austral est venu me voir pour me dire, écoutez, tu es réunionnais, ne fais pas quelque chose contre la compagnie, venez avec nous et apportez-nous un peu vos réflexions, etc. J'ai même versé de l'argent, j'étais donc membre du conseil de surveillance, et mes paroles étaient vraiment prises au sérieux, et ça me permettait d'apporter un vent nouveau du consommateur au sein du conseil de surveillance. Aujourd'hui, j'ai été proprement viré par M. Didier Robert parce que M. Mallet, c'est un facteur sans sacoche. M. Mallet, c'est qui? M. Mallet, c'est rien du tout dans la chaîne. C'est M. Didier Robert, le président du conseil régional, qui drive Air Austral. Qui c'est qui a décidé les membres du directoire? C'est M. Robert. Qui c'est qui a décidé les membres du conseil d'administration maintenant? C'est M. Didier Robert. Ça a été pris en cœur par la presse. M. Mallet, c'est la voix de son maître. Il écoute ce qu'on lui dit et il exécute exactement ce que son maître lui dit. Et ça, la population ne peut plus supporter, pas plus les Mahorais que les métropolitains. Vous savez, à l'origine, Air Austral, c'était pour desservir la région. On a voulu faire le national aller sur Paris. J'ai applaudi des deux mains, parce qu'à ce moment-là, les billets d'avion étaient très chers et on avait très peu de compagnies. Sauf qu'aujourd'hui, la compétition est rude sur le national. Vous avez plusieurs compagnies. Vous avez Air France, vous avez Corsair, vous avez XL et vous avez Air Austral. Qui mettent un avion de moins sur Paris, ça fera de mal à personne. Ce qu'on a besoin, nous, c'est dans le cadre de la coopération régionale. Pour le chef d'entreprise que je suis basé à Maurice, à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, au Sud-Afrique et à Paris. Donc, moi, c'est le régional, c'est l'avenir de nos pays, de cette zone euro, Mayotte, Réunion. Comment faire de l'avenir de ces pays voisins qui ont besoin de nous, tant sur le plan médical, de la formation, de l'éducation, de tout ce qu'on a envie? Comment faire à partir du moment qu'on n'arrive pas à transporter les personnes et les biens? Nous n'avons pas de ligne maritime dédiée, nous n'avons pas d'avion à disposition et nous avons aujourd'hui 65 millions dans le cadre de la coopération avec Interreg, c'est une ligne supplémentaire qu'on met à la disposition de la coopération, sauf que dans les pays, pour aller travailler, il faut qu'on demande l'autorisation à M. Mallet. Et M. Mallet lui-même, il doit demander l'autorisation à M. Didier Robert. Je suis réunionnais, je suis fier d'être réunionnais, mais j'ai quand même une deuxième patrie qui s'appelle Mayotte. Je ne peux pas laisser enterrer Mayotte vivant et ne rien dire. Donc, si j'ouvre ma bouche, c'est au profit des Mahorais, et je me sens Mahorais. Je pense qu'au bout de 20 ans de métier, et avec 220 familles à Mayotte, oui, je suis Mahorais, et je suis aussi fier d'être Mahorais. Merci beaucoup Théophane Narayana et bien sûr on vous réinvitera et on suivra de très près tout ce qui se passe autour d'Air Austral et autour de ce nouvel avion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Théophane Narayana, PDG d'IBS, était donc au micro de Pierre Bellucci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 17 juin. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le Front National s'intéresse de plus en plus au 101e département. Après Marion Maréchal et Marine Le Pen, c'est au tour de la députée européenne Dominique Bild de s'intéresser au sort de l'île aux Lagons. Elle vient en effet de proposer une résolution au Parlement européen concernant la lutte contre l'immigration à Mayotte. Elle demande ainsi à la Commission de soutenir la France dans sa lutte contre l'immigration clandestine, notamment en conditionnant les aides européennes au développement versées aux Comores à une coopération renforcée en matière de lutte contre l'immigration. En clair, la députée européenne d'extrême droite souhaite que l'Europe fasse pression sur les Comores en serrant les robinets d'aide financière, et ce tant qu'une coopération pour stopper ou faire reculer la vague migratoire ne sera pas mise en place. Ne plus aider les Comores pour que le gouvernement contraigne leurs ressortissants à rester dans leur pays. Pas sûr que l'idée convainque la Commission européenne. Et face au barrage érigé à Tsararano hier, la gendarmerie demande aux victimes ou témoins de se faire connaître en appelant le 06 39 69 51 96 ou le 02 69 61 12 16. En effet, pour tenter de retrouver ces bandes qui sévissent depuis plusieurs semaines maintenant, la collaboration de tous est indispensable.
D'autant que ces individus sont en possession d'armes comme en témoignent les dernières agressions. Lors du braquage du Doukabe à Iloni, les caméras de surveillance ont enregistré une vingtaine d'individus, pour la plupart munis d'armes à poing. Il est cela dit pour l'heure impossible de savoir si une ou plusieurs bandes sévissent en même temps sur le territoire. Aujourd'hui, 2 découpeurs de route ont été arrêtés, mais la vigilance doit rester de mise le temps que les forces de l'ordre ne mettent définitivement fin à leurs exactions. La crise des expulsés continue et les voix s'élèvent encore et toujours hors Mayotte. Cette fois, ce sont les francs-maçons du Grand Orient de France qui s'expriment à travers un communiqué dont voici quelques passages. Nous sommes bien conscients des difficultés que rencontre actuellement l'île de Mayotte et ses habitants. Toutefois, les francs-maçons du Grand Orient de France et du droit humain de Mayotte dénoncent aussi les expulsions illégales et les conditions de vie inhumaines des réfugiés de la place de la République qui nous rappellent les périodes les plus sombres de notre histoire. Nous sommes conscients que la responsabilité de toutes ces exactions en incombe à l'État français, mais aussi à l'État comorien, qui induit l'exode massif de ses ressortissants en les privant de leurs droits élémentaires à l'éducation et à la santé qu'ils sont contraints de venir chercher à Mayotte la française. Le communiqué conclut que l'État doit mettre en place les conditions d'un retour au respect de la loi républicaine et des libertés de chacun. Et enfin, ce n'est plus à démontrer, les 6 premières années de notre vie sont déterminantes puisque c'est entre 0 et 6 ans que le cerveau humain se développe. Les enfants atteints de handicap doivent ainsi, durant cette période, faire l'objet d'une attention toute particulière. À Mayotte, justement, des dispositifs ont été mis en place en ce sens, que ce soit au CHM, à l'ADSM pour les handicaps sensoriels ou encore au CAMS, le Centre d'action médico-sociale précoce de Mamoudzou. Et les enfants porteurs de handicap ont ainsi accès à un accompagnement précoce pour ce qui est justement du CAMS qui a ouvert ses portes il y a 1 an à l'initiative de l'association Toi aussi. Des prises en charge gratuites sont proposées et parmi le personnel présent, une psychomotricienne. Adèle Laurent s'est penchée sur ce métier plutôt méconnu mais ô combien enrichissant. Regardez. Peu connue du grand public, la psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle. Elle s'intéresse aux liens existants entre le vécu corporel et la vie psychique d'une personne, dans le but d'accompagner celle-ci vers un mieux-être et un mieux-vivre. Violette Laurent est psychomotricienne au sein de l'association Toi aussi. Aujourd'hui, elle est intervenue dans le centre d'action médico-sociale précoce auprès d'enfants entre 0 et 6 ans porteurs de handicap. Elle nous explique pourquoi il est important de prendre en compte le corps mais aussi l'esprit dans ces prises en charge. Le corps et l'esprit sont liés et indissociables. On sait que un impact sur le corps en a un également sur l'esprit, et quand on a des difficultés dans notre vie et que ça nous tracasse, on peut avoir des symptômes au niveau du corps également. C'est pour ça qu'il faut en tout cas nous, les psychomotriciens, on prend en compte la personne dans sa globalité. Accompagner la personne vers un épanouissement global, le dépistage et la prise en charge précoce sont donc primordiaux pour que l'enfant puisse évoluer au mieux et pour qu'il acquiert une autonomie dans le futur. Les psychomotriciens interviennent quand l'enfant a une pathologie ou un handicap avéré ou quand des inquiétudes se posent au niveau du développement psychomoteur de l'enfant. Ça peut être des inquiétudes par rapport aux acquisitions psychomotrices, par exemple la tenue de tête, l'acquisition de la position assise ou de la marche, des difficultés à utiliser les objets ou des difficultés au niveau de la relation, de la communication, un manque d'intérêt pour l'environnement. Ça peut être des inquiétudes de ce type ou ça peut être également des pathologies ou des handicaps qui sont avérés. Ou ça peut être aussi des souffrances à la naissance. Donc un enfant qui est né plus tôt que les autres, ça peut être des inquiétudes de ce type. Les qualités requises pour être psychomotricien sont la patience, la compréhension, mais aussi la créativité. Donc avec les enfants, on sait qu'il faut obtenir leur motivation pour pouvoir les faire travailler. Donc nous, on va utiliser des médiations en psychomotricité et notamment avec les enfants le jeu. Donc on va créer des jeux, utiliser des jeux dans le but de les motiver à travailler sur leurs difficultés et d'évoluer dans le plaisir.
par exemple, on peut utiliser le gros ballon pour travailler l'adaptation posturale ou le parcours psychomoteur pour travailler les coordinations dynamiques. On peut également utiliser la relaxation ou le toucher thérapeutique dans un but de détente et de conscience corporelle. D'abord créée pour aider les enfants, la psychomotricité est une spécialité paramédicale qui intervient désormais à tous les âges de la vie, pour entre autres les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou encore pour les femmes enceintes. En ce qui concerne l'accompagnement des enfants, il est spécifique puisqu'il se fait en lien étroit avec la famille. Les psychomotriciens prennent en compte leurs attentes, leurs besoins, mais également leur situation familiale, sociale et administrative. L'île au parfum manque cruellement de psychomotriciens, malgré l'ouverture d'un institut de formation à La Réunion. Pour être psychomotricien, alors il faut passer un concours où il y aura une sélection et ensuite c'est 3 ans d'études avec un mémoire à la fin. Donc il y a des écoles en métropole et il y a également une école qui a ouvert à La Réunion. À Mayotte, le développement du secteur médico-social est récent et avant l'ouverture de ce CAMS, les enfants porteurs de handicap n'étaient pris en charge qu'après leur 6e année. Ce centre d'action médico-sociale précoce constitue donc un pas de plus vers une amélioration de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale sur l'île Hippocampe. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.